Bonjour, bienvenue dans Secret d'écrivain, Secret d'écrivain saison 2. Nous avons quitté le château de Mauriac pour aller un peu plus dans le sud du Tarn, puisque nous sommes à Sorèze, et nous sommes particulièrement donc, à la cité de Sorèze, c'est-à-dire l'ancienne abbaye qui était une école. Tout ça, c'est pas moi qui vais vous le raconter, mais c'est notre guide que je rejoins tout de suite. Voilà, Ludivine Auger. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes responsable de la communication, donc a priori vous connaissez parfaitement l'endroit, et c'est vous qui allez nous expliquer régulièrement à chacune de nos émissions. On va découvrir des mots, des endroits de cette cité de Sorèze. Peut-être nous dire, la cité de Sorèze, c'est une histoire qui commence il y a très longtemps, c'est ça? Oui, tout à fait. La cité de Sorèze, c'est un monument historique qui a presque 13 siècles d'histoire, avec les premiers bâtiments de l'abbaye qui vont s'installer au 8e, 8e, 9e siècle. C'est devenu une école? Au XVIIe siècle, on va avoir le désir, en quelque sorte, du prieur de l'époque, don Jacques Oddy, d'installer ici une école, un séminaire plus précisément. Alors ça a évolué, puisque finalement ça a eu une reconnaissance, c'est ça, assez rapidement, de qualité. C'est ça. Et de telle sorte que ça a évolué après. C'est ça. On a dû faire des travaux d'agrandissement au vu du nombre d'enfants qui devenait de plus en plus important. On a fait presque 30 ans de travaux au XVIIIe siècle pour agrandir les bâtiments et accueillir les nouveaux étudiants. Alors on a choisi d'être ici, je crois que c'était la cour, c'est ça? C'est ça, c'était la cour de récréation des plus grands, la cour des Rouges. Bon, c'est qui est très grand, hein. Oui. Donc à l'époque, il n'y avait que ce bâtiment que l'on voit devant nous. Voilà, au début, dans les premières années de l'école, au XVIIe siècle, il n'y a que ce bâtiment et ensuite, peu à peu, les deux ailes en parallèle vont se construire et ensuite, plus lointainement, ici. D'accord, ça finalement, ça s'est fait à la fin. Merci Ludivine. Quant à nous, eh bien, on va recommencer et on va recevoir de nouveau des écrivains. Et on va commencer tout de suite par notre premier écrivain qui va venir se présenter à notre professeur. Vous allez voir ça tout de suite. Monsieur Vessière? Oui, monsieur. Jean-François? Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre établissement. J'ai là quelques informations sur votre parcours. C'est vrai que je préfère toujours échanger avec les nouveaux venus. Je vois que vous êtes né à Toulouse, Oui, mais vous avez fait une scolarité en Provence. oui, C'est bien ça? oui. J'ai résidé à Toulon pendant toute ma jeunesse. D'accord. Racontez-moi comment ça s'est passé. J'étais aussi dans une école religieuse, donc je retrouve le cadre Pas d'épuise. de mon enfance, donc voilà. Et ensuite, je suis revenu, après quelques pérégrinations parisiennes et gersoises, je suis revenu à Toulouse, qui est ma ville natale. Et alors scolairement, ça s'est passé comment ces premières années? Peut mieux faire. Peut mieux faire. Est-ce que vous avez déjà un intérêt pour l'écriture? Oui. Oui. J'adorais les compositions françaises, la dissertation Ouais. et la philo. Des bonnes notes? En français, en philo, oui. Comment vous êtes arrivé dans la vie active? Alors, je suis parti de chez moi, j'avais 50 francs en poche à l'époque, et 2 jeans et une chemise. Et j'ai commencé à travailler en intérim. Et puis, petit à petit, je travaillais dans les assurances. Et puis, un beau jour, il y a les radios libres qui sont arrivées. Et là, j'ai sauté sur l'occasion
parce que comme je faisais de la musique, ça m'a tout de suite plu. Et donc je suis rentré dans les radios libres et j'ai fait toute ma carrière dans les radios libres. Et parallèlement, j'ai commencé à écrire dans des revues. J'ai pigé pour la Dépêche du Midi. Et ensuite, je suis rentré à Rock and Folk, ce qui m'a permis de faire pas mal de voyages à l'étranger, notamment en Angleterre, aux États-Unis, au Danemark. Et donc de rencontrer pas mal d'artistes que j'aimais bien. Alors, pas de carrière musicale, finalement. Pourquoi vous n'avez pas tenté votre chance à l'époque? Alors parce que d'abord j'avais pas mal de travail, je continuais à jouer chez moi. Et puis à un certain moment donné, je m'y suis remis, j'ai fait un groupe, j'écrivais quelques chansons et pendant une dizaine d'années j'ai tourné avec un groupe. Et alors, quand est-ce que vous avez finalement décidé de vous mettre à écrire et de publier vos œuvres? Alors quand j'ai commencé à écrire des chansons il y a très longtemps, l'idée d'écrire m'est venue et j'ai commencé par, comme je venais du journalisme, donc dans le journalisme c'est un feuillet, deux feuillets, donc c'est toujours du très court. Les chansons c'est quelque chose de très court aussi, c'est des petits scénarios qu'on écrit en 3 minutes, pour 3 minutes ou 3 minutes 30. Et donc la nouvelle me correspondait énormément. Et puis j'aimais bien le côté abrupt d'une fin de nouvelle, quoi. En 2 lignes, il faut conclure la nouvelle. Donc ça me plaisait, donc j'ai commencé à écrire des nouvelles. Et puis un beau jour, j'ai écrit une nouvelle un peu plus longue. Et j'ai quelqu'un de mon entourage qui m'a conseillé « Tu devrais en faire un roman ». Et là, pour moi, c'était quand même un petit peu l'Himalaya, parce que là, il fallait passer à 200 000 signes ou 300 000. Et là, c'était plus pareil. Donc je m'y suis mis et bon, j'ai fait mon premier roman, j'ai écrit mon premier roman. Pas avec des difficultés, mais quand même en ramant un petit peu. Donc vous estimez avoir réussi à passer cette étape? J'ai atteint le sommet là. Très bien, bien, parfait. Nous avons fini avec cette présentation autant que... J'entends la sonnette. Parfait. Allez rejoindre vos petits camarades. Hein, C'est l'heure de la récré. C'est l'heure de la récréation. Vous pouvez aller en cours. Merci beaucoup. Merci Jean-François. Oui, ça me rappelait mon enfance. Voilà, tout à fait. Alors donc, première de cette saison 2, en tout cas, premier écrivain qui est invité. Bon, on se connaît, hein, Oui, on oui. ne va pas faire semblant de ne pas se Oui. connaître. Hein. Et on va parler un petit peu justement de tes souvenirs de scolarité. Oui. Hein. Alors, toi, tu as fait une école dans où ça? Alors moi, j'ai fait une école pratiquement tout le temps chez les maristes d'abord. Après, j'étais 2 ans en pension, donc ça me rappelle un petit peu. Donc voilà, L'ambiance, ça te rappelle les voilà, souvenirs. en 4e et en 3e. Et ensuite, je suis revenu chez les maristes, donc j'ai fait toute ma scolarité chez les prêtres. Voilà. Chez les prêtres, Voilà. d'accord. Alors, il paraît que l'enfance, enfin, c'est plus qu'il paraît d'ailleurs, l'enfance, c'est très important, ça marque beaucoup d'imagination. C'est important pour toi? Tu y avais beaucoup de rêves, ce genre de choses? Ah oui, l'enfance, c'était bien. Oui, même enfin, ce qu'on appelait le collège, puisque chez les prêtres, le lycée était aussi collège, quoi. Donc, non, j'ai que de bons souvenirs, des bons copains, etc. Bon, j'étais pas un élève, j'étais un bon élève, mais enfin, bon, on aurait pu mieux faire. On aurait pu mieux faire. Oui, voilà, c'est ça. J'avais une professeure qui disait toujours, Vessière, quand il peut pas bouger, il faut qu'il bouge les yeux. Donc, il fallait voilà. Alors, on va parler maintenant un peu de ton inspiration. Hein. Oui. Alors, je sais que c'est en marchant, c'est ça, hein, faire quelques pas, puisqu'apparemment, ça a la vertu de te permettre Ça me permet de trouver des phrases. Alors des fois, je trouve 4-5 phrases d'affilée, alors je suis obligé de me les répéter avant d'arriver chez moi. Est-ce que tu n'as pas terminé? Non, j'ai rien, je le fais comme ça. Je me dis, si tu les oublies, c'est que c'est pas bon.
Donc, alors, 4-5 phrases, pas plus, c'est bon, il faut pas. Ah oui, ça peut Et les chansons aussi, quand je suis en voiture, D'accord. là je marche pas, mais c'est la voiture qui marche. Pareil, C'est le mouvement en fait. c'est hein, en fait, qui- c'est le mouvement. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui écrivent et qui me disent, oui, effectivement, nous aussi, en marchant, on arrive à mettre les choses en place, à structurer ou à trouver une facette du héros ou de l'héroïne que Quelque part, non oui, faisons quelque part. Sur, alors, sur les habitudes que tu as. Alors, tu écris pas en marchant, on a bien compris. Non, tu peux ça, parler, non. hein. Donc, t'écris où? Alors, j'écris dans mon bureau. J'ai un ordinateur. J'écris Sur pas. ordinateur. Ouais, sur T'as jamais tenté Non, non. Bah, c'est-à-dire que les ordinateurs, moi j'ai eu les premiers Mac en 91, 92 pour la presse. Parce que ce moment, avant, on était avec la machine à écrire. Et quand l'ordinateur est arrivé avec les disquettes à l'époque, c'était vraiment déjà le paradis. Donc j'ai toujours été habitué au portable. Clavier, Ouais, de toute façon. clavier. Quand? Alors, le plus possible, j'essaye le matin et surtout l'après-midi. De 2h à 5h, 6h, L'heure de la 7h. sieste. Ouais, oui, mais moi, c'est pas sieste. Moi, c'est là où je suis bien. Et alors, tout le roman, je l'ai écrit à la médiathèque de Toulouse. D'accord. Parce qu'il me faut une ambiance. Je peux pas rester chez moi en silence. Et je peux pas mettre de la musique. Donc, il me faut une ambiance studieuse. Si tu veux. Studieuse, oui. T'es pas le genre à écrire, par contre, éventuellement, dans un café, comme certains le font. Non, mais là, ouais, la médiathèque de Toulouse, Cabanis, là, elle est très bien, parce qu'il y a plein d'étudiants qui viennent travailler. Il y a un brouhaha, mais très délicat. Et là, on se dit, bon, ils travaillent, donc tu es obligé de travailler. En plus de ça, je me choisis toujours une table en face, déjà les Jean Jaurès, donc j'ai la vue. Alors, tes sources d'inspiration, c'est essentiellement ta mémoire que tu les recherches? C'est quelque chose qui peut être suscité par autre chose, je sais pas, des films, Alors, d'autres livres peut-être? les nouvelles, des fois, c'est une. Moi, je commence toujours par la fin. Hein. Donc, en règle générale, c'est ce qu'il faut faire. Je trouve une fin, je me dis, tiens, il faut que je construise une histoire autour de ça. Et puis, il y en a quand même qui sont autobiographiques, qui sont largement inspirés de mon expérience. Alors j'ai remarqué quand même que dans tes textes, de manière générale, il y avait fortement le lieu, je dirais, le pays. Oui. Hein, ça c'est important. C'est important, le pays. Parce que C'est la racine. Alors de base, tu es en partie, même si tu es d'origine, on va dire, de Toulouse, on va dire, tu as quand même ce côté toulonnais qui est quand même fortement imprégné. Je suis né à Toulouse, mes grands-parents paternels étaient de Toulouse, ma famille est de Toulouse depuis la moitié du 19e siècle, avant ils étaient du Cantal. Mais pour moi, je suis en exil à Toulouse, malgré que j'aime cette ville, j'ai mes enfants, j'ai mon tissu relationnel, mais ma ville c'est Toulon, quoi. Et quand tu racontes, on sent toujours qu'il y a ce besoin de racines. Mais j'en discutais l'autre jour avec quelqu'un, un rapatrié d'Algérie, qui me racontait, je dis, ça va te paraître bizarre, mais j'ai exactement les mêmes ressentiments, quoi. Quand je reviens à Toulon, je revis, quoi, quelque part, je revis. C'est un genre d'exil. Pourtant, j'aime Toulouse, hein, je vais pas me mettre à mal avec les Toulousains, mais j'ai ce côté exil, comme peuvent l'avoir des gens du Portugal ou de l'Espagne ou d'ailleurs, et qui ont la nostalgie de leur pays, quoi, ce qui est normal. Oui, Et puis, bon, c'est la jeunesse, quoi, aussi. Et puis c'est suffisamment différent aussi, Toulon, par rapport à... Pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc du coup, effectivement... Le climat aussi, le climat n'est pas le même. Hein. Le climat n'est pas le même, effectivement. Et à Toulouse, il n'y a pas la mer. Aussi, effectivement. Ah, je crois qu'on a la récré qui est finie. Ah, Il va dommage. falloir Dommage. malheureusement rejoindre... C'est toujours trop court, les récrés. Donc on va en classe, hein. Soyons disciplinés. Allez, soyons disciplinés. Voilà, ben merci Jean-François pour ce petit morceau de guitare. Alors c'est important la guitare puisque ça va être le fil conducteur, hein, le fil rouge de l'ensemble de ton livre. Hein. Oui. Alors c'est un livre, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre sur la musique? C'est un livre sur quoi? La musique, c'est un fond musical. Et c'est un livre sur la passion artistique, qu'elle soit musicale ou littéraire, puisqu'il y a aussi un personnage, une jeune femme qui est passionnée par l'écriture, qui va devenir écrivaine aussi, et le héros qui, lui, est passionné par la musique, notamment par la guitare,
et donc qui va faire un trip, un road trip, disons, dans les années 60, d'abord sur la côte méditerranéenne, du côté de la Côte d'Azur, et qui va partir aux États-Unis après une rupture sentimentale, et qui là va s'initier au métier de musicien, et donc il va... Alors, on va pas tout raconter non Non, plus, on va parce pas qu'il tout faut quand raconter, même non. le plaisir de le lire. Alors, par contre, ne pas briser le cercle. C'est intéressant quand même comme titre. Le nom, le nom du livre nous donne quelques indications. C'est une histoire de transmission, mais c'est une transmission à travers justement cet objet. C'est ça? C'est ça. Une guitare. C'est une guitare qui passe de main en main. Et le titre « Ne pas briser le cercle » vient d'une chanson américaine que tous les Américains connaissent, qui s'appelle « With the Circle Be Unbroken », qui est un chant religieux. Et ne pas briser le cercle, on vient de là. Donc, ne pas briser le cercle, c'était une histoire sur la transmission artistique, entre autres. Alors moi, ce qui m'a bien plu dans le livre, il y a beaucoup de choses, mais surtout ça m'a bien plu, c'est la façon dont finalement ce parcours, ce cheminement aux États-Unis se fait à travers une musique qui est la musique folk. C'est une musique que tu aimes depuis très longtemps, et qui est remplie quand même de connaissances, puisque tu cites énormément de gens qui sont très connus. Ça, c'était une intention également d'en faire, je dirais presque un livre pédagogique. Non, mais c'est-à-dire, oui, alors il n'y a pas que le folk, il y a du blues, il y a de la country, il y a du rock, il y a un peu de tout. C'est-à-dire, comme le personnage, ça se passe dans les années 60, dans 62, donc lui, il évite la guerre d'Algérie, donc il peut partir aux États-Unis, et il tombe en plein flower power, la renaissance du blues, la renaissance, l'éminence du rock et du folk. Donc, bon, je ne pouvais pas, en tant que guitariste, puisqu'il est guitariste, ne pas parler de ces gens-là et de ces endroits. En plus de ça, ces endroits, moi j'y suis allé, puisque j'étais correspondant pour Rock and Folk pendant des années. Donc j'y suis allé, donc je connais bien ces endroits. Et il y en a certains qui sont des endroits mythiques, comme à San Antonio, là où Robert Johnson a enregistré ses premiers albums. Donc, alors pour des gens qui s'y connaissent pas, dont je fais partie, sur le folk, clairement, pour moi j'ai trouvé qu'il y avait une possibilité. Alors je le dis parce que je conseille même ça à tous les futurs lecteurs, c'est qu'on peut tout à fait avoir un ordinateur à côté éventuellement, et à chaque fois, enfin c'est comme ça que moi je l'ai lu, à chaque fois je passais sur un personnage, parce que tous les personnages sont vrais, presque tous, et puis on peut se mettre ça en fond. Bonne occasion d'écouter un peu la musique, de s'instruire finalement. Et puis à chaque fois qu'on a un autre personnage, on change à chaque fois. Enfin, c'était très intéressant ce passage sur les États-Unis de cette manière-là. Alors, mais ça ne se passe pas qu'aux États-Unis. Hein. Non, ça se passe en France, aux États-Unis. Mais disons que c'est un moment un peu fort de rencontre avec la musique, on va dire. Alors justement, est-ce qu'il y a de l'autobiographie là-dedans, ou en tout cas un regret de ne pas avoir fait un peu la même chose? Non, puisqu'on est à Sorèze, j'emprunterai une chanson de Diego Frey, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Non, je n'ai ni remords ni regrets, simplement, oui, peut-être que ça aurait été la vie que j'aurais aimé mener, peut-être, je dis bien, j'en ai mené une autre qui m'a autant plu, mais bon, et là on arrive à une thématique aussi du roman, c'est que qu'est-ce qui fait qu'en 2 secondes, 3 secondes, le hasard ou le destin de quelqu'un peut changer sur un incident très banal, quoi. Là, c'est une rupture amoureuse. Bon, ça arrive à tout le monde. Bon, ben, lui, le personnage, il supporte pas cette rupture amoureuse. Et tout compte fait, il est aussi amoureux de sa guitare que de sa copine. Et il dit, allez, je pars aux États-Unis sur un coup de tête, quoi. C'est des années 60, le démarrage en tout cas? Ça fait des années 60-62 jusqu'à 2008-2010. D'accord. Pourquoi avoir choisi? Parce que c'est justement un grand moment pour la musique? Pourquoi choisir les années 60? Non, parce que c'est son parcours à lui. Son initiation musicale se fait au moment des années 60, donc avec les musiciens qu'il rencontre. Et puis aussi son initiation amoureuse, enfin, avec l'écrivaine qu'il rencontre aussi, qui elle aussi est une passionnée. Donc là aussi, il y a le thème de la passion artistique. Alors je reviens un peu à cet outil-là que l'on a, cette guitare. Cette guitare, c'est en fait, c'est quoi c'est une passation de passion. C'est pas que l'objet en fait en lui-même.
Il y a à la fois l'objet, parce que l'objet dont il est rythme, on va pas dévoiler comment, et que quand même une guitare, c'est une Martin de cette marque, qui est un petit peu la Rolls des guitares, enfin du moins à l'époque, il y en a d'autres maintenant, mais qui est toujours, fait partie des grandes marques de guitares, et lui c'est une guitare des années 30, donc qui vaut assez cher déjà à l'époque, et qui maintenant vaut des fortunes, quoi. Donc il y a à la fois la passion du musicien pour la guitare, et en plus de ça, sa copine, à un moment, elle en parle, et des fois, elle se dit, est-ce que je suis pas jalouse de la guitare, qui a une forme un peu féminine, quels sont ses rapports entre lui et la guitare, il y a toute cette psychologie du musicien par rapport à son instrument, et notamment par rapport à la guitare, quoi. Donc non, c'était suivre son parcours, et cette guitare qui va passer de Qui main va en passer main. de main en main, de bonne main en bonne main. De bonne main en bonne main. Et pourquoi? Alors, dans ton écriture, c'est vrai que tu aimes les phrases courtes, mais des phrases courtes qui se suivent, ça finit par être quand même plus que des phrases courtes. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a énormément d'ambiance. Ça, c'est lié finalement à ce que tu as vécu, si tu t'es servi de ça pour le mettre en Oui, place. alors ça, c'est mon expérience dans les journaux, notamment Rock and Folk. Parce que quand je partais faire l'interview d'un musicien que j'aimais ou d'une musicienne, en fait, j'arrivais dans une ville. Par exemple, mon premier interview, c'était Glasgow. Et j'ai pris une claque parce que Glasgow, à l'époque, dans les années 90, c'était une ville, bon, qui était pas, tout était fermé, il y avait du chômage, etc. Et donc, j'ai voulu faire un peu ce que font certains journalistes, sans prétention de ma part, mais décrire l'ambiance qu'il y a autour du groupe ou de l'artiste, quoi, dans quelle ville on est. Et donc, quand j'ai écrit, oui, je voulais plonger les gens dans cette histoire. Bon, là, on se retrouve à New York, dans le milieu folk, là où a débuté Dylan, John Baez, etc. Après, on se retrouve à San Antonio, après à San Francisco, avec tout. Donc, je voulais décrire un petit peu cette ambiance et ces lieux. Alors c'est vrai que c'est efficace, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une ambiance, on vit finalement cette période-là à travers le texte. On vit aussi la période, on revient un peu en France, finalement de cette musique aussi qui se faisait à l'époque. On apprend des choses sur la façon dont finalement le succès pouvait aussi aboutir. Ça c'est du vécu, c'est des choses connues un Oui, peu. oui, c'est du vécu. J'ai vécu un peu cette époque, donc oui, enfin, j'ai joué dans des groupes, donc je savais un peu comment ça se déroulait, quoi. Je sais, à un moment donné, je parle du travail du luthier, je sais ce que c'est que le travail du luthier. Enfin, je sais ce que c'est. J'ai vu travailler des luthiers sur des guitares, je sais que des fois en 3 secondes, ils te remettent la guitare d'aplomb. Donc c'est tout un travail. C'est Mais bon, important voilà. pour toi dans l'écriture d'avoir vécu, de connaître ce dont tu parles? Ben oui, parce que il y a un épisode à un moment donné où il est à Nashville. Et il y a un endroit à Nashville, un bar qui est très connu, qui était juste à côté de là, dans la grande salle de spectacle, où tous les artistes de contrée allaient tous les samedis soirs. Et il y avait une grande émission de radio qui était diffusée. Et à un moment donné, je l'ai fait manger un steak à tous les deux. Et j'étais obligé de rechercher des photos. Je crois que j'ai mis une semaine avant de trouver une photo de ce bar où il y avait marqué steak. Donc, oui, vraiment, enfin, à moins que je me sois trompé, mais je pense que tout ce que je dis dedans, est véridique. C'est en tout cas des choses que Ouais, qui enfin, sont un petit peu arrangées des fois. il y a la musique en fond, il y a tout ça, mais il y a quand même aussi la réflexion sur le hasard. Il y a une histoire d'amour aussi quand même, parce que bon, leur lien est très puissant entre le. Dans l'amour, il y a aussi pas mal de hasard finalement Oui, oui. aussi. Hein. La preuve, parce qu'en fait, sa déception amoureuse première, Ben, le suit finalement, c'était un mauvais choix. suit tout le temps, quoi. Il est un peu hanté par cette. Oui, c'est ça. Il y a un moment où finalement il est plus finalement ballotté, on va dire, mais c'est lui qui prend des décisions et notamment cette transmission, c'est un choix qu'il a fait. Hein. Oui, oui, il est plus porté par le destin, c'est lui qui choisit son destin. Alors c'est plutôt en fin de vie. Oui. Tu as cette impression qu'il est plus qu'en fin de vie, on est plus à même de prendre des décisions et d'être un peu moins ballotté. Oh oui, je pense, oui. Oui, je pense. C'est ce qu'on appelle l'expérience, quoi. Enfin, je crois. Alors, ce livre a eu un certain succès, hein, puisque tu as eu un prix du roman, donc, qui était au Salon du Livre. Ça fait plaisir, j'imagine, d'avoir un prix. Oui, en plus de ça, c'est un des gros salons du livre de Toulouse, donc c'est tout récent, hein, ça date du mois dernier. Donc c'est le salon des gourmets de lettres, et qui est placé sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux.
Académie du jeu floraux, c'est une académie qui a été créée il y a en 1323 par 17 troubadours, ou 13 troubadours, je ne sais plus, et qui dure depuis, qui va fêter ses 700 ans l'année prochaine. Et la première académie de France, donc la plus vieille, qui a décerné le premier prix à Victor Hugo, son premier prix. Donc, je n'ai pas cette prétention, mais je me sens un petit peu un tout petit maillon de la chaîne de ces 700 ans. J'ai m'y inscrit un petit peu dedans. Bon, non, ça m'a fait plaisir énormément, parce que je ne m'attendais pas du tout, et donc, ouais, ça me fait plaisir. Alors, ce livre, on espère qu'il va être suivi d'autres, hein, des projets en cours. Alors là, je viens de terminer un recueil de nouvelles, je suis revenu à la nouvelle, retour qui sur sont les nouvelles. beaucoup plus longues que les précédentes, enfin que le premier ouvrage. Les nouvelles, bon, c'est des tranches de vie, pas toujours gaies forcément. Il y a déjà le titre ou pas encore? Ah oui, elles sont écrites, là. Elles sont chez les bêta-lecteurs. C'est-à-dire des gens que je ne connais pas, qui lisent, ou que je connais très peu, et qui lisent et qui me disent, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils ont un questionnaire que je leur Des transmets. testeurs, donc. Et après, ils répondent là-dessus, puis après, ça partira certainement chez cet éditeur. Donc, Et un roman, une envie dans le... il y a un autre roman, j'ai 2 romans, j'ai un policier. Là, je me lance un petit peu dans... Très différent. Hein. Oui, tout à fait différent. Là, je me lance, là aussi, j'ose. Et puis, j'ai un roman aussi qui se passe un peu, plus dans notre époque, mais qui est toujours autour d'un musicien. Donc, merci en tout cas, Jean-François, pour cette présentation. Maintenant, on va faire appel un peu à ta connaissance, à ta science, en tout cas, de l'écriture, pour un atelier qui va être consacré à la façon de faire passer ces nouvelles au roman. Je crois que c'est un peu l'aventure justement de ton roman. Et je te propose qu'on rentre directement à l'atelier pour qu'on voit ça de près. Voilà, Jean-François, nous sommes ici donc dans le bureau du Père Lacordaire, qui on aura l'occasion d'en parler avec Ludivine, qui nous racontera, puisque c'est le fondateur, un des fondateurs en tout cas de l'école. Et on va enchaîner, du coup ça va devenir un atelier, on va enchaîner avec cette interrogation qu'on va avoir maintenant avec toi, parce que ça concerne finalement quelque chose que tu as vécu jusqu'à présent. Alors j'ai pris exprès les 2 ouvrages que tu as édités pour l'instant, à savoir les chroniques du bord de la Garonne et d'ailleurs, qui sont en fait des petits textes qui se suivent les uns derrière les autres, c'est ça? Ce sont des petites nouvelles que j'avais dans le coffre-fort de mon ordinateur pendant des années. Et un beau jour, j'étais dans les Pyrénées et j'ai décidé de les écrire, de les travailler. Et en fait, la particularité, c'est que la première nouvelle est un début et la dernière et la fin, correspond à la première. C'est la fin de la première. Mais c'est des nouvelles plus ou moins autobiographiques pour la plupart. Alors, donc là, un exercice que tu connaissais bien, on va dire des textes courts. Et puis là, on a un roman de 150 pages, à peu près. Et donc forcément, passer d'un texte court au texte long, c'est quelque chose qui est souvent la préoccupation, on va dire, des gens qui écrivent. Ils écrivent souvent parce qu'ils se disent « je vais pas y arriver », des petites nouvelles. Et puis finalement, pas se lancer dans le roman, c'est pas tout à fait pareil. Alors, toi, je crois que tu as commencé ce livre comme une nouvelle. Oui, au départ, c'était une nouvelle, un peu plus longue que celles qui sont dans Chroniques du bord de Garonne, et c'était une nouvelle. Et donc, un jour, quelqu'un de mon entourage m'a soufflé, m'a dit « c'est pas mal, mais bon, tu devrais l'étoffer, tu devrais peut-être en faire un roman ». Et pour moi, m'attaquer à un roman, c'était m'attaquer à l'Himalaya, puisque je viens de la presse, donc le feuillet, 1500 signes. Ça, oui, l'habitude, voilà. C'est vrai. Ensuite, j'écris des chansons, donc les chansons, c'est 3-4 minutes, c'est court aussi. Et la nouvelle me correspondait, parce que je pouvais faire court, long, puis il y avait une chute. Donc j'avais gardé cette vieille idée de la composition française et de l'écriture en philo, commençait toujours par la conclusion, finissait par l'introduction. Donc ça m'allait très bien. Et puis c'était du texte court. Et je suis pas un fanatique, mais disons un prêcheur de la phrase courte, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, voire adjectif. D'accord, donc effectivement, passer de l'un à l'autre. Alors, c'est pas la même écriture, d'autre Non, part, pas la même écriture. On ne conçoit pas du tout l'ensemble de la même manière. Tu t'étais fixé un objectif, genre, bon, allez, je fais 200 pages, je fais 300, qu'est-ce que tu t'es dit?
Non, je m'étais fixé en gros 150 pages. Je m'étais dit, bon, un roman, en gros, Donc là, on a à peu près. oui, à peu près 150 pages. Mais je ne suis pas parti en me disant, il faut que tu fasses 150 pages. Je suis parti en me disant, il faut que tu fasses une histoire qui tienne la route, qui te plaise d'abord à toi et qui éventuellement puisse plaire à des lecteurs, quoi. Alors, question quand même purement technique. Hein, là, on se dit, bon, il y a une écriture de 150 pages. Quand on écrit, soit on écrit, maintenant à l'ordinateur souvent. Comment savoir la longueur réelle de son ouvrage? Il y a une technique, un nombre de lignes, ce genre de choses, ou finalement après on fait confiance, on dit bon bah. Non, moi je fais partie de ceux qui n'ont pas de plan. Et je pars à l'aventure, je me laisse entraîner par l'histoire et par les personnages. Non, tu ne pouvais pas forcément savoir combien véritablement de Non, pages ça faisait. c'était pas du tout mon problème. Faire 150 pages ou 200 pages, c'était un problème technique pour moi, c'était l'Himalaya, mais je ne suis pas parti en me disant il faut que tu en fasses tant. Je me suis dit il faut que tu fasses une histoire bien construite et avec tout ce qui peut comporter un roman. Donc tu vas plutôt essayer finalement d'étoffer l'histoire. Oui. En rajoutant peut-être aussi des personnages, etc., plutôt que de te dire, on aurait pu avoir cette solution, hein. Je rallonge, je fais des descriptions, c'est pas tout à fait... Tu voulais pas changer ça? Non, je voulais pas changer ça, puis en plus de ça, je suis très tatillon, donc bon, j'écourte, je rallonge, je fais ça. Enfin, ça dépend des moments, quoi, voilà. Est-ce que tu as tendance à dire, bon, tout ça, je vire, je le refais oui. Ouais. Il y a un gros travail, je veux dire, de réécriture derrière. Hein. Tout ce qui est inutile, je balance. D'accord, c'est pas j'écris tout ce qui est, c'est bon, c'est à mettre dans le marbre. Ah non, comme ça. je passe peut-être 40-50 fois. Il y a un auteur qui dit, j'adore cette phrase, il y a un auteur qui dit « Aujourd'hui, j'ai bien travaillé. Ce matin, j'ai enlevé une virgule. Cet après-midi, je l'ai remise. » Je trouve que c'est... Oui, effectivement. Un dernier conseil qu'on pourrait donner à tous ceux qui écrivent et qui sont justement encore dans l'idée, une nouvelle pour moi, c'est tout, pas plus. Qu'est-ce qu'on peut leur dire justement par rapport à cette notion de longueur? Est-ce qu'ils ont raison de commencer par des nouvelles? Ou ils peuvent se lancer directement sur... Non, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour écrire la nouvelle, et d'autres qui n'aiment pas écrire des nouvelles. Et en plus de ça, la nouvelle n'est quand même pas très, très bien accueillie en France pour l'instant. Ça commence un tout petit peu, alors qu'au Canada, aux États-Unis, ils sont très, très férus de nouvelles. Moi, je trouve que c'est un très bel exercice. D'ailleurs, dans pas mal d'ateliers d'écriture, on leur fait écrire de la nouvelle ou des histoires très courtes. C'est un bon début, c'est quand même une bonne façon de commencer. C'est une bonne façon de... Enfin, pour moi. Maintenant, après, il y en a d'autres qui préfèrent le roman. Je doute fort que j'écrirai un roman un jour de 400 pages. Hein, je doute fort. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On se retrouvera peut-être pour le voir. Merci Jean-François. Merci à toi. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On se retrouvera une prochaine fois toujours à la Cité de Sorèze avec bien sûr un autre invité et d'autres secrets qu'il va nous amener ou qu'elle va nous amener. À bientôt.